On va donc commencer en fait cet atelier qui est consacré à une sorte de bilan d'étape, de bilan provisoire d'un an d'écologie. Alors on appelait ça dans les années 70 bilan et perspective, donc on va faire aussi des perspectives, pas simplement le bilan, parce que finalement si on se limitait au bilan on pourrait avoir la dent dure, et on aurait raison d'avoir la dent dure avec Nicolas Hulot et l'action qu'il mène à la tête de son ministère en faveur de l'écologie. On pourrait être un peu acide, se moquer de celui dont on avait dit qu'il allait tout casser, qu'il allait tout changer, et puis on a vu depuis un an. On pourrait faire le détail du bilan ou du passif, si vous le voulez, le renoncement et l'enterrement de la loi de transition énergétique et de la croissance verte, qui n'était pas très audacieuse d'ailleurs, mais qui plafonnait au moins le pourcentage de nucléaire dans le mix énergétique français et qui a été abandonné. On pourrait revenir également sur le glyphosate, dont tout le monde s'accorde à dire que c'est un danger pour la santé des agriculteurs qui sont les premiers concernés, et sur la nécessité d'en sortir. La nécessité d'en sortir qui nous est rappelée régulièrement par le ministre, nous le savons, parce que nous l'avons vu à l'œuvre, et le gouvernement et la majorité ont refusé d'inscrire une date de sortie dans la loi. On aurait le droit également de dénoncer l'autorisation d'importation d'huile de palme qui a été octroyée par le ministre. On aurait aussi le loisir de revenir sur la reconduction des permis d'exploitation d'hydrocarbures. On pourrait dénoncer les réticences coupables du ministre face au projet minier pharaonique en Guyane de la Montagne d'Or, soutenu par Emmanuel Macron et par son gouvernement. Les positions de Nicolas Hulot hier contre les ravages du libéralisme et le commerce global, et aujourd'hui son acceptation des traités climaticides que sont le CETA ou le JEFTA. On pourrait souligner également son silence de ministre face aux grands projets énergivores et inutiles comme Europa City. Enfin, vous connaissez la liste, elle est très longue, elle est importante, elle est accablante pour ce ministre. C'est une année donc en berne pour l'écologie, mais comme je sais qu'il y a beaucoup d'écolos pur et dur dans la salle, vous me direz que c'est une année comme les autres en fait, une année que la France n'a pas mis à profit pour lutter concrètement contre le changement climatique, un changement qui s'aggrave, qui laisse entrevoir un avenir sombre pour les générations futures. Et je crois en effet que sur le front de l'écologie, ce gouvernement c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est la maxime qui sied parfaitement à la politique qui est menée. On a droit à des déclarations d'intention, et une action qui est conduite au jour le jour, qui est contraire en fait aux objectifs qui sont affichés. Vous le savez, le ministère de l'écologie a publié dernièrement la courbe, en fait la trajectoire de la France concernant les émissions de gaz à effet de serre. Et cette trajectoire, en fait, elle nous fait dérailler et ne respecte même pas les engagements qui ont été pris au sommet de Paris lors de la COP 21. Donc nous avons, après des sommets, après des conférences de presse, après des déclarations, des actes en totale contradiction avec la politique qui serait nécessaire pour lutter efficacement contre le changement climatique. Je pense que Mathilde reviendra en détail sur cette politique hypocrite en fait, qui ne dit pas son nom et qui est menée depuis le changement de majorité. Je n'étais pas extrêmement meilleur avant, mais au moins ça n'avait pas la prétention qui est affichée aujourd'hui par Emmanuel Macron, qui se fait le chantre de la lutte pour le réchauffement climatique. Vous me direz, c'est pas très difficile d'avoir bonne figure quand on se compare à Trump sur cette question-là. Donc nous devons, je crois, prendre conscience en fait du mirage que représente ce ministre, arrêter de considérer que l'ancien animateur, producteur de Choya, ami des lobbyistes et écologiste médiatique, serait prisonnier en fait d'un gouvernement mal intentionné, de forces maléfiques. Non pas qu'il faille dénoncer ses faits et gestes à chaque instant ou commenter ses absences comme cet été en pleine canicule, mais je crois qu'il faut se faire une raison. Nicolas Hulot, c'est avant tout l'écologie du commentaire, à croire que personne ne lui a dit qu'il était ministre et qu'il avait une capacité à agir, en fait, qu'il pouvait changer les choses. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Il y a des écologistes, et nous sommes bien payés pour le savoir, qui s'accommodent parfaitement du libéralisme, de la concurrence libre et non faussée, qui considèrent que l'écologie, c'est même le meilleur moyen de renouer avec une croissance dite verte. Vous le savez, depuis des décennies, ces écologistes-là justifient l'abandon des leviers de la puissance publique, la loi et la norme, la protection et la sanctuarisation, l'amende et la sanction, au bénéfice des mécanismes inspirés du marché, comme les permis de droit à polluer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ces écolos libéraux considèrent souvent d'ailleurs que plus leur position institutionnelle se renforce, mieux la planète se porte. Voilà, ils sont aujourd'hui aux côtés de Nicolas Hulot, de
Emmanuel Macron. Ils étaient hier aux côtés de François Hollande et ils sont souvent aux côtés de la Commission européenne. Je crois que Jean-Luc Mélenchon a raison en fait de dire que les prochaines élections européennes, à laquelle mon ami Jean-Marie Brome et moi-même allons participer comme candidats sur la liste de la France Insoumise. Il a raison de dire que c'est un référendum anti-Macron. C'est même d'ailleurs un double référendum, tant aujourd'hui la politique d'Emmanuel Macron correspond aux desiderata de la Commission et aux exigences allemandes. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi être lucide, même avec le meilleur résultat aux élections européennes de mai prochain, nous ne dirigerons pas ni le Parlement européen, ni la Commission, et donc nous ne serons pas à la tête de l'Union européenne. Et nous allons siéger au Parlement européen et donc avoir à la fois une tribune et des capacités d'action limitées, mais des capacités d'action quand même. Et l'un des enjeux en fait de ces élections, c'est de montrer que nous sommes au plan national, mais également au plan européen. J'allais dire la seule force, mais il ne faut jamais être présomptueux, mais en tout cas la plus importante, la force progressiste d'opposition à l'ordre libéral et une force de proposition, comme le groupe France Insoumise le démontre chaque jour à l'Assemblée. Nous devons mettre en musique, comme nous avons commencé à le faire depuis quelques mois déjà, la convergence avec Podemos et le Bloc des gauches au Portugal et d'autres forces européennes. Vous allez voir, ils prendront la parole demain matin en clôture de ces amphithéâtres. Et puis il faut être clair, il ne faut pas se laisser intimider par la campagne qui a déjà commencé. Et ce à quoi nos adversaires veulent nous réduire, une force repliée, nationaliste. Nous sommes au cœur d'une alliance européenne sociale et écologiste, une alliance qui entend redonner la souveraineté au peuple, qui entend également placer au cœur des priorités l'écologie, la lutte contre le changement climatique et la justice sociale. Oui, nous ne vénérons pas l'Europe des Européens, nous ne pensons pas que la concurrence libre et non faussée soit la solution, pas plus que la main invisible du marché ou le ruissellement. Nous allons en effet mener une campagne contre les politiques anti-austéritaires et anti-écolo, contre la privatisation des barrages, par exemple, voulue par Bruxelles et acceptée par Macron, alors que dans d'autres pays européens, ils font partie du service public ou du domaine public. Ils représentent en France 70% de l'énergie renouvelable produite et par ailleurs ils sont un secteur en parfaite santé économique et financière. Nous allons mener campagne avec d'autres d'ailleurs sans doute contre le poids des lobbies, comme Younous le démontre chaque jour au Parlement sur le tabac, contre l'ubérisation de nos vies et la destruction de la planète que les traités que l'Union promeut accélèrent. Nous allons mener aussi campagne contre les tenants du statu quo, les combattre pour changer la donne. Nous allons montrer que lutter contre le changement climatique, contre les pesticides, contre une économie prédatrice, c'est possible. C'est ce à quoi je vous invite. Ce sera la campagne européenne qui commence dès demain, en fait. Donc, sur ce thème-là, à la fois du bilan et des perspectives, je vais donner la parole d'abord à Jean-Marie Brome, qui a coordonné avec Mathilde, avec Martine Billard également et moi-même, la campagne de votation de sortie du nucléaire et qui fera donc un point sur la politique énergétique et sur les abandons d'ailleurs que je viens de citer. Je donnerai ensuite la parole à une amie, Karima Delli, qui est députée européenne Europe Écologie Les Verts et présidente de la commission de transport, une des commissions les plus importantes du Parlement européen, en tout cas très importante sur les thématiques écolo qui nous intéressent. Et pour conclure, Mathilde Panot, qui est députée de la France Insoumise du Val-de-Marne et qui bataille depuis un an, jusqu'à l'épuisement quasiment parfois, contre les politiques anti-écolo qui sont conduites par ce gouvernement et donc qui est un peu le référent de la France Insoumise au Parlement sur les questions environnementales, sur l'écologie en général, voilà, et qui a été l'animatrice de la campagne de votation citoyenne. On aura une demi-heure pour des questions-réponses. Voilà, on va essayer de tenir les délais. Merci. Bonjour. Je crois que je vais pas essayer de me limiter à l'énergie parce que ça serait trop facile. Je crois que c'est toute la politique écologique qu'on voit aujourd'hui, enfin l'absence ou la politique de l'écologie qu'on voit chez Emmanuel Macron. Et je crois que pour mieux essayer de percevoir un petit peu ce qui se passe, il faut regarder aussi le biais historique. Au moment de son élection, tout le monde a dit, et il l'a reconnu presque en premier, le Macron n'a pas de programme sur l'environnement et sur l'écologie. Il a très rapidement pris, avec son Made the Planet Great Again,
la tête d'un mouvement intellectuel, s'il n'est un mouvement actif, pour dire on va s'attaquer enfin vraiment au climat, type Macron, à partir de maintenant vous allez voir ce que vous allez voir. Il a embauché Nicolas Hulot, qui je crois, aujourd'hui on peut en être très déçu, je crois sincèrement, je le connais un tout petit peu, Nicolas Hulot est venu avec toute sa sincérité. Mais Nicolas Hulot est un homme qui, je crois, qui est d'abord un homme de conviction. Il a cru, je pense, qu'il serait capable de convaincre le gouvernement de la justesse de son approche et de sa pensée. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est que quand il a découvert qu'il ne serait pas capable de convaincre, il a préféré rester et plier la tête devant le joug des différents lobbies ou même du gouvernement, plutôt que de partir. Et je crois que l'écologie, aujourd'hui, on assiste simplement que quand on dit qu'il n'y a pas de politique, on suit bêtement la politique au niveau de l'écologie qui a déjà été lancée par Nicolas Sarkozy, puis poursuivie par François Hollande, et qui consiste à dire on va s'attaquer à un problème identifié en général depuis le mandat précédent. On va y réfléchir et on va le résoudre dans le mandat qui va venir. Pas celui-là, mais le prochain mandat. Et je pense, je ne veux pas être trop long, parce que si on parle de l'énergie, encore une fois, c'est trop facile. De ce point de vue, Macron, mais il a bien été formé, et Nicolas Hulot ont parfaitement compris la leçon qui a été donnée par François Hollande au sujet de, excusez-moi, ma centrale nucléaire favorite, celle de Fessenheim, c'est-à-dire, je vous annonce, avant d'être élu, que cette centrale va fermer au cours de mon mandat, il ne se passe rien, je continue à vous dire, cette centrale va fermer au cours de mon mandat, et à la fin de mon mandat, alors que cette centrale n'est pas fermée, je prends un décret qui a été pris en avril 2017, disant la centrale va fermer dès que l'EPR va ouvrir. Promesse avérée, Hollande a fermé la centrale de Fessenheim. Macron, il a parfaitement compris. Nicolas Hulot l'a compris aussi. Et aujourd'hui, on voit des verres à moitié pleins ou à moitié vides. On dit, finalement, il a réussi à obtenir que le prix du diesel va rejoindre le prix de l'essence au niveau des taxes. Mais c'est un projet qui a combien d'années, ça? Et il va la rejoindre à la fin du mandat de Macron. Oh, bon, rassurez-vous. On nous dit le glyphosate, il a réussi à obtenir contre Bruxelles le fait qu'on aura encore 3 ans. Mais ça fait 10 ans qu'on en parle du glyphosate. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette politique de l'écologie, de l'énergie, de l'environnement en général, consiste d'abord à identifier les problèmes qui étaient déjà identifiés, redire au bon peuple que nous sommes, voilà maintenant les problèmes que nous avons identifiés, en oubliant qu'ils étaient déjà identifiés, et on dit, et donc on va s'en occuper, mais malheureusement ça ne peut pas se faire en 5 minutes, donc on repousse la décision. Français, dormez tranquille, vos problèmes d'environnement, on est en train de s'en occuper, on réfléchit dessus. Et tout ceci, finalement, pour essayer d'avoir un système qu'on appelait le développement durable, qui a bien été intégré par nos dirigeants depuis plusieurs années. Le développement durable, ce n'est pas un développement qui permet aux générations futures de pouvoir répondre à leurs besoins, etc. C'est un développement que l'on constate et qu'on veut faire durer le plus longtemps possible. C'est comme ça que ça se passe. Alors, oui, on peut être frustré. Mais on peut être frustré, mais c'est peut-être de notre faute. Est-ce qu'on attend vraiment de la part de quelque gouvernement que ce soit qui s'inscrit dans cette logique de croissance, et croissance veut dire énergie, qui s'inscrit dans le moyen plutôt que dans le but? Est-ce qu'on peut vraiment attendre quelque chose qui change?
Non, il faut changer les paradigmes. Il faut d'abord s'interroger à quoi veut servir ce que l'on fait avant de commencer à s'interroger sur comment continuer ce qu'on est en train de faire. Et je crois que c'est là le problème. Et c'est ce problème que Nicolas Hulot a perçu très rapidement et a essayé de corriger à la marge quelque chose, histoire qu'on ne puisse pas dire que le gouvernement est inactif. Mais encore une fois, les problèmes sont connus depuis longtemps. Les solutions, bien souvent, sont à portée de la main. La décision politique qui pourrait malheureusement impliquer, ou heureusement, un relatif changement de société, sont impensables. L'exemple du nucléaire est patent. On a depuis longtemps parlé de 50% de nucléaire en 2025. Monsieur Macron a refusé au mois de janvier 2017, lors de notre dire en Mediapart, d'en parler en disant « si j'en parle maintenant, ça va faire baisser l'indice boursier d'EDF ». On m'a dit « à quoi est-ce qu'on mène l'environnement ?» Et puis, on constate que, comme rien ne s'était passé sous Hollande, il y a une logique qui est aujourd'hui de dire, et on le voit avec Nicolas Hulot, c'est ce qui m'a rendu le plus furieux personnellement, c'est Nicolas Hulot, qui je crois est un antinucléaire à peu près convaincu. Je lui reconnais ce droit, c'est à moi qu'il est venu le dire en 2011. Je lui reconnais encore cette sincérité-là, nous a dit pour la baisse du nucléaire d'à 50% en 2025, qui est parfaitement insupportable pour les antinucléaires, j'en conviens, on ne peut pas y arriver en 2025, ce qui est probablement vrai parce qu'on n'a rien fait depuis 2015. Mais il aurait pu répondre, donc on n'arrivera pas à 50%, mais on va essayer quand même. La réponse qu'il a eue, c'est de dire, puisqu'on n'y arrivera pas, on commence rien et puis on réfléchit. Mais imaginez un tout petit peu qu'au niveau du réchauffement climatique, qui est le problème le plus important que la planète ait jamais connu, vers lequel tout le monde se penche, sauf Donald Trump, imaginez que la COP21 ait pris des décisions, ce qu'elle a fait, disant il faut limiter le réchauffement climatique à 3% à la fin du siècle, et que 3 ans après, aujourd'hui, on dise finalement les gens du GIEC nous disent que les 3% c'est foutu, qu'on sera déjà à 4%, alors il vaut mieux ne rien faire du tout et réfléchir d'ici qu'on sache ce qui peut se passer. Donc, oui, on avait compris. Pardon, degré. Donc, cette politique qu'on nous met aujourd'hui, qui est même pas du greenwashing, qui est simplement de dire parlons, discutons, évaluons ce qui est déjà évalué, n'a qu'un objet en fait, c'est de nous endormir et de nous empêcher de réfléchir sur précisément ce quoi est en train de tenter de faire la France insoumise, réfléchir sur un problème de société et pas simplement sur un problème technique. Merci, merci Jean-Marie. Je vais donner la parole à Karima Delli. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'elle présidait la commission transport, une des commissions les plus importantes. Ce qui nous semblait important et intéressant, c'était de voir aussi une vision pas uniquement hexagonale sur ce qu'on peut tirer comme bilan et puis aussi se projeter dans les années qui viennent. Il y a des enjeux importants, la PAC, après le scandale, le Dieselgate, qu'est-ce qu'on est en possibilité de faire. Donc voilà, la parole à Karima Delli. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour votre invitation. Je suis très contente de parler avec vous d'écologie et d'Europe, mais promis, je ne vous parle pas d'Europe écologie. Voilà, ça c'est dit. Moi, je suis certaine d'une chose. C'est vrai que les écolos, il y a des années, au départ, on les prenait pour des fous, des utopistes, des uluberlus. Ils tiraient la sonnette d'alarme sur tout. La pollution de l'air, sur le diesel, etc., etc. Et on s'est rendu compte de quoi ? Eh ben oui, ils avaient raison. Ils avaient raison, et surtout, c'est que les conséquences aujourd'hui, en 2018, sont beaucoup plus graves que l'on parle. Mesdames, messieurs, je suis désolée de vous dire aujourd'hui que nous dansons sur un volcan. Les conséquences de nos modes de production et de consommation, nous, pays riches,
pays du Nord, les conséquences, c'est les pays du Sud qui sont en train de les subir. Et dans les COP 21, vous savez quoi ? En décembre 2015, tout le monde a dit super accord, sauf qu'ils ont oublié de dire une chose. Ils n'ont pas été capables de mettre en place un fonds vert pour aider nos amis du Sud. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours en train de se dire alors qui finance et qui finance pas, alors qu'eux-mêmes n'ont même pas bénéficié de ce que nous, les grands égoïstes, nous avons bénéficié depuis des années. Alors maintenant, ça suffit. Il faut faire quoi ? Se dire que nous sommes tous responsables. Ça a trop duré. Et quand on a dit qu'on est tous responsables, il y a des chiffres. Alors, le copain l'a dit, la France n'est pas exemplaire à l'échelon européen. Mais la France, ce 1er août, ce jour de dépassement, vous vous rendez compte qu'on est en train de tuer la planète parce que rien que le mode en France, si tout le monde consommait comme nous, produisait comme nous, il ne nous faudrait pas 1 ou 2 ou 3, mais 4 planètes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut arrêter de croire que l'écologie c'est un gadget. Il faut arrêter de croire que l'écologie c'est juste un chapitre dans un programme. Il faut arrêter de croire que c'est juste un slogan de communication. L'écologie, c'est une vision qui est globale, qui impacte tous les secteurs de la vie de nos citoyens, parce que c'est transversal. Ça veut dire qu'il faut quoi ? Changer de logiciel politique. Maintenant. Et ce logiciel politique, il est parfois très difficile, surtout au Parlement européen, où nous, les écolos, nous sommes la 5e force parmi 7 forces politiques. Et moi, je suis la seule présidente écolo de la commission transport. Le transport, c'est 30% des gaz à effet de serre. C'est beaucoup. Et vous savez quoi ? C'est le seul secteur, depuis 1990, qui n'a pas réduit ses gaz à effet de serre. Parce que on nous a dit le mythe de la voiture, ça va vite, c'est facile. Allons-y, bétonnons, construisons des autoroutes et encore plus d'autoroutes et des ponts, au point que les Italiens ont connu ce drame. Et lorsque le pont s'effondre, je n'accepte pas, et je vous le dis, qu'on dise c'est à cause de l'Europe. C'est trop facile la démagogie. Ça fait depuis les années 90 que quand même l'Europe dit aux Italiens « rénovez vos infrastructures ». Et vous savez quoi ? En janvier dernier, avec le Parlement, nous avons voté un plan d'investissement pour la rénovation et la sécurité des routes de 10 milliards d'euros pour les Italiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ne l'ont pas mis à l'ordre du jour. Les gouvernements passent, ils ne font pas en sorte que l'écologie, ce soit la priorité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que, oui, le constat, tout le monde le sait. La dénonciation, tout le monde l'a faite. Mais maintenant, c'est comment on fait concrètement ? Moi, je ne me résigne pas. Et vous savez pourquoi je ne me résigne pas ? Parce que dans la société, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui créent, il y a des gens qui partagent, il y a des gens qui innovent. Et c'est là où ça se passe. C'est là où on a les solutions. Et heureusement que la société écolo est en mouvement. Et j'en viens à mon exemple concret. Première grande question, quand je suis arrivée à la commission des transports, j'avais en charge la mobilité urbaine durable. Et je disais dans mon rapport, il faut sortir, notamment juste des centres-villes, les voitures diesel. Et vous savez quoi ? Tout le monde m'a dit « Mais Madame Delis, c'est hors de question, c'est impossible, blablabla. Bla bla. » Et mon rapport, on freinait. Et les lobbies, les constructeurs, les États ont dit « Vous n'allez pas toucher le diesel, parce que le diesel, c'est gagnant-gagnant, notamment pour le climat. » Et moi, je leur ai dit « Il ne faut pas choisir la peste et le choléra. Dans l'écologie, on doit choisir notamment le climat et la santé des gens. » Et ça a traîné, jusqu'à septembre 2015. Le fameux scandale, qui est d'abord, on l'a appelé Volkswagen, mais Volkswagen n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et on l'a appelé Dieselgate. Pourquoi ?
parce que tout le monde savait, tout le monde a menti, tout le monde a triché. C'est-à-dire que derrière cette affaire, c'est quoi? C'est aussi une question d'opacité, de corruption, et c'est toujours la même thématique. Tu as parlé du nucléaire. Est-ce qu'on ne parle pas de l'opacité dans le nucléaire? Est-ce qu'on ne parle pas justement de cette corruption qui gangrène? Eh bien, c'est ça le Dieselgate. Sauf qu'on n'a pas dit quoi? C'est que le diesel, c'est 500 000 morts prématurées par an en Europe. Et bien face à ça, et c'est là où je veux vous redonner du baume au cœur, on peut gagner. On gagne lorsque la société écolo est avec nous. Et la société écolo, elle est là. Lorsque le scandale éclate, je dis tout de suite, il faut faire une commission d'enquête parlementaire. Il n'y avait pas eu de commission d'enquête au Parlement européen depuis 16 ans. Le dernier scandale, c'était quoi? La vache folle. Et au départ, même mon groupe politique, les écolos, n'était pas sûr. On me disait, bonne chance. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai lancé une pétition. Au bout de 12 heures, il y avait 150 000 personnes qui disaient, Madame Dely, on est avec vous. On veut savoir la vérité. Nous, consommateurs, on nous a arnaqués. Nous, on a aussi des droits par rapport à notre santé. Aidez-nous. C'est la société, c'est les citoyens qui nous ont aidés. On a réussi à avoir la commission d'enquête. Les conclusions sont très simples. Désormais, les constructeurs automobiles seront sanctionnés lorsqu'ils ne respectent pas les normes. Il y aura de nouveaux contrôles. Mais c'est surtout qu'on a stoppé le conflit d'intérêts. Puisque vous savez, les laboratoires qui contrôlaient les véhicules étaient financés par les constructeurs automobiles. Mais ça ne va pas assez loin. Et c'est là où il faut revoir tous nos modèles de production. En Europe, il y a 18 millions de salariés dans l'automobile. 18 millions de salariés. Si vous sortez de l'essence et du diesel en Europe, eh bien, il faut prendre en compte les salariés. Moi, je défends toujours une écologie populaire. L'écologie doit marcher sur ses deux jambes. On ne réglera pas les injustices environnementales si on ne règle pas en même temps les injustices sociales. C'est la raison pour laquelle sera monté en avril prochain le premier sommet européen de la reconversion de l'industrie automobile. Il faut changer de mobilité et surtout faire en sorte que les salariés soient les priorités dans cette reconversion. Parce que sinon, ce sont des territoires perdus, ce sont des vies brisées et des drames, mais c'est surtout aussi une industrie qui, derrière, sera concurrencée, notamment par ceux qui ont déjà dégainé, c'est-à-dire la Chine avec sa voiture électrique, ou alors les États-Unis avec les Google Cars et compagnie, qui, eux, eh oui, se feront à coup d'intelligence artificielle. On pourra parler d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, on nous la vend à toutes les sauces, sauf que rien que l'expérimentation de l'intelligence artificielle, ça émet 2 à 3% de gaz à effet de serre. Et donc, face au Dieselgate, c'est une victoire qui a été une majorité d'idées. Et notamment l'AGUE, les écolos. On a su faire une majorité parce qu'il n'y a pas de groupe à tout seul qui peut gagner au Parlement européen. Deuxième grand combat que nous avons gagné, et ça je dois le dire, ça je dois remercier notre ami Younous Omarjee. Notamment un beau combat contre la pêche électrique. Aujourd'hui, on est en train de détruire nos océans. Je sais que dans votre programme, l'économie de la mer est un point important. La pêche électrique, le Parlement européen a dit, c'est terminé. C'est terminé. Et ça, c'est parce qu'il y a aussi des alliances d'idées et des majorités politiques qui savent se parler et qui savent montrer que quand on a des combats communs, on y arrive. Alors, on me met le nombre de minutes, pardon. Discrètement. On me dit que j'ai encore 1 minute. Alors, la dernière minute, c'est que je sais que souvent, on dit l'Europe ne sert pas à grand-chose, c'est loin, c'est compliqué, il y a beaucoup de technocrates, il y a beaucoup, justement, cette Europe libérale qui détruit la planète et qui détruit les humains. Mais parfois, il faut se servir de cet échelon qui est vraiment, pour moi, on pourra reparler, le levier d'action
pour sortir du défi du réchauffement climatique. La première chose, et je vous donne un exemple très concret, vous savez, la pollution de l'air est due beaucoup aux camions et aux poids lourds qui sont sur nos routes. Ça fait combien de temps? Vous savez, dans le Grenelle de l'environnement, moi j'étais dedans, depuis 2007, on dit on va mettre en place une taxe poids lourd en France, qui nous rapporterait 4 à 5 milliards d'euros d'investissement pour une autre mobilité. On est en 2018 et il n'y a toujours pas de taxe poids lourd. Eh bien, on a décidé et on a voté une taxe poids lourd au niveau européen qui sera imposée aux États. L'Europe demandera, alors justement, de mettre en place une taxe poids lourd dans l'ensemble des États. Alors le quand? D'abord, on commence par les poids lourds à partir de 2021 et on ouvre à l'ensemble des véhicules jusqu'à 2026 où ce sera les véhicules, les voitures et également les 2 roues. Mais attention, les investissements, parce que les recettes de cette taxe poids lourd doivent être fléchées. On les fléchera sur une relance du fret ferroviaire. C'est une catastrophe en Europe. Il faut remettre les camions sur le train et sur le fluvial. C'est comme ça qu'on arrive à avoir moins de pollution, premièrement. Et donc, avoir un réseau de fret ferroviaire qui soit surtout rénové. Notre problème en France, c'est qu'il faut le rénover. Ça fait 30 ans qu'on a fait quoi en France? On a investi dans le TGV et notre réseau secondaire, on l'a délaissé. Alors que plus de trains, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour l'emploi. Deuxième grand fléchage, ça va être notamment sur toutes les questions de mobilité urbaine durable. Et là, on a un vrai problème, on a une fracture entre le rural et l'urbain, mais aussi toutes les personnes qui n'ont pas accès à la mobilité. Et ça, ce n'est pas juste. En France, il y a 10 millions de personnes qui ne bougent pas, parce qu'elles ne sont pas desservies par les transports en commun, parce que, justement, elles n'ont pas l'argent, parce qu'elles considèrent que les transports en commun sont très chers. Et il y a, parmi ces 10 millions de personnes, 7 millions qui sont en droit de travailler et qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer. Et bien ça, c'est aussi régler une injustice sociale. Troisième grand volet, ce sera la sécurité routière, et notamment les infrastructures. Il n'est pas normal encore qu'aujourd'hui, en Europe, 26 000 morts sur nos routes, parce qu'on ne fait pas attention à ce qui se passe. Donc, vous voyez, on peut y arriver. Maintenant, c'est à nous, citoyens, de regarder ce qui se passe à l'Europe, et quand il y a des bonnes choses, de les faire appliquer par le gouvernement. Mais je peux vous rassurer une chose, c'est que tout le monde aime l'écologie, parce qu'aujourd'hui, c'est plus juste une espèce de question de bobo, on va acheter bio, etc. C'est une question d'humanité, de solidarité, mais surtout, pas l'écologie de punition, mais l'écologie de la solution. Donc, en tant que politique, avec beaucoup d'humilité. Merci beaucoup. Mathilde, à toi donc le tour pour conclure et puis lancer la discussion avec la salle. Super, merci beaucoup Sergio. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc très heureuse de faire ce débat avec vous toutes et tous. Je réponds juste avant de faire mon intervention à un petit point qui m'a piqué dans ce que tu as dit, Karima, sur le fait de dire que ce n'était pas l'Europe qui avait créé des choses. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais sur le fait qu'il fallait remettre les camions sur les trains et sur le fluvial. C'est effectivement quelque chose qui est de bon sens absolu, et pourtant c'est les nombreux paquets ferroviaires qui, à la suite les uns des autres, par l'Union européenne, qui ont forcé les États à ouvrir à la concurrence à la fois le transport ferroviaire pour voyageurs et pour marchandises, avec une catastrophe absolue et une dégringolade du transport de marchandises par train et une augmentation extrêmement forte des camions qui sont sur nos routes. Donc ça, c'est quand même des choses ce qui n'enlève rien aux victoires, notamment à celle de la pêche électrique, sur lequel vraiment on peut se réjouir du travail qui a été fait et qui est un pas effectivement extrêmement important.
Quand on a voulu faire ce bilan, en fait, je me rappelle que l'année dernière, aux Amphis, à cette même période, on avait un peu esquissé des grandes lignes sur ce que pouvait faire Nicolas Hulot. Et à l'époque, on était déjà assez pessimiste sur ce qu'il allait pouvoir faire au vu de la vision qu'ils étaient en train de porter. Et malheureusement, on peut partager un constat qui est un constat effectivement dramatique, mais qui est un constat à l'échelle planétaire, à la fois sur le réchauffement climatique dont on a beaucoup parlé, mais aussi l'érosion des sols, la perte de biodiversité. Et ce qui est grave, c'est que ce constat-là, effectivement, dans un grand esprit de communication, Macron est capable de nous expliquer que oui, c'est un grand écologiste, qui marque à un point tellement fort que vous avez des associations qui vous racontent, quand vous les rencontrez, qui vont à l'étranger, et puis là, les associations ou les ONG leur disent « Ah, vous avez de la chance d'avoir Macron, parce que parce que, voilà, avec sa com de make the planet great again, et ben, voilà, ça marche. » Il y a des gens qui croient vraiment que cet homme est écolo. Et je ne sais pas si vous avez vu, franchement, je vous invite à la voir si vous avez envie de rire. Notamment, il y a eu une vidéo qui a été faite à l'Élysée, qui invite tout le monde à éteindre sa lumière et qui montre, regardez, nous le faisons. Et puis là, on voit un dézoom de l'Élysée, où l'Élysée est en train de s'éteindre petit à petit. Et ça, c'est vraiment une vision, en fait, dépassée de l'écologie. C'est une vision, en fait, qui permet de dire que on n'a pas à traiter ça sur le modèle économique, mais chacun doit faire des efforts. Il y a une deuxième vidéo qui est très frappante pour montrer ça, c'est Nicolas Hulot, justement, le jour du dépassement, qui fait le même constat que nous, c'est dramatique. Le 1er août, on a déjà utilisé toutes les ressources par rapport à ce que la Terre peut régénérer. Et donc, sur le constat, c'est nickel, on pourrait le suivre à 100%, mais vraiment à 100%. Et puis après, la conclusion, c'est quoi ? C'est nous sommes responsables chacun individuellement et chacun doit faire des efforts. Mais mon coco, t'es ministre, hein. Faut que tu t'en rappelles un petit peu. Enfin, nous, on lui a posé une question là-dessus parce que c'est vraiment incroyable, en fait. C'est comme s'il n'était pas aux manettes, comme s'il n'était pas ministre, et donc il n'avait pas des choses à faire et à dire dessus. Et si on veut faire le bilan sur ce qui s'est passé depuis 1 an sur l'écologie, on ne peut pas se contenter seulement de faire la liste pourtant extrêmement exhaustive qu'a fait Sergio sur le CETA, qu'il faut faire aussi, hein, bien sûr, hein. Le CETA, le glyphosate, le nucléaire, etc. C'est extrêmement important de le faire, mais le bilan écologique, il doit se faire aussi par rapport aux 2 autres piliers qu'on avait dans notre programme, parce que les 3 piliers que sont écologie, sociale et démocratie sont intimement liés. Et cette année, on l'a vu de manière très forte. Par exemple, sur la démocratie, vous avez vu ce qui s'est passé à Bure, vous avez vu ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Eh ben, c'est un État qui devient autoritaire sur des formes citoyennes, qui inventent des choses qui pourraient inventer demain dans un contexte qui sera peut-être pas le même, et qui sont des expériences qui sont extrêmement importantes et qu'on va réprimer, qu'on va judiciariser, on les met tout le temps en procès, on les chasse, on leur enlève leurs terres, enfin voilà. Et on l'a vu sur un deuxième point qui est important, qui est la loi Asile et Immigration. Parce qu'il faut imaginer, si les prévisions sont correctes, c'est-à-dire que probablement elles sont peut-être plus optimistes même que ce qui se passera. Si les prévisions sont correctes, nous aurons 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050, qui seront principalement du sud au sud, mais certains viendront aussi en Europe et c'est bien normal. Vous avez vu déjà la loi Asile et Immigration qu'on a passée, 90 jours de rétention, alors que ça devait être une mesure exceptionnelle, notamment pour les enfants. On réduit les procédures de droit d'asile, etc. Et donc, en fait, on prend des mesures de plus en plus autoritaires sur les questions de l'immigration, en sachant très bien que ces mesures sont complètement inefficaces. Parce que toutes les études ont montré que quand quelqu'un doit partir, parce qu'on a détruit les économies là-bas par nos politiques, notamment de libre-échange, parce qu'il y a la guerre, parce que l'Union européenne est friande d'aller avec l'OTAN guerroyer je ne sais où, parce que l'endroit où on vit n'est plus vivable du fait du changement climatique, du réchauffement climatique, eh ben, ces gens partent dans tous les cas. Donc la question d'avoir des politiques répressives sur l'immigration, la seule question qu'il faut se poser, c'est combien de gens vont crever dans la Méditerranée. C'est juste ça. Et la Méditerranée, c'est déjà un cimetière. C'est 40 000 personnes, déjà au moins, qui sont mortes en Méditerranée. Donc ça, c'est sur le côté démocratique. Une société écologique, ça sera une société aussi plus démocratique, parce que plus on va arriver
dans des phases qui vont être de plus en plus dures, plus on a des chances d'avoir des gouvernements autoritaires un peu partout et d'avoir des sources de conflits qui sont extrêmement fortes. Et ce bilan, il ne pourrait pas être complet non plus si on ne regarde pas toute la partie sociale. Parce que Nicolas Hulot a l'air de faire semblant de croire que ça n'avait aucune importance, ça n'a aucun impact sur l'écologie, de supprimer l'impôt sur la fortune, de reprendre 5 € d'APL aux gens, et puis de reprendre quelques centaines d'euros aussi aux retraités pour financer tout ça. Et ça n'a l'air d'avoir aucun impact, puisque l'écologie serait un petit secteur, voilà, dans lequel qu'on pourrait enfermer. Mais c'est absolument faux. Parce que les riches polluent 100 fois plus que les personnes qui sont pauvres dans notre société. Et donc sont responsables beaucoup plus du réchauffement climatique que des gens qui sont dans la pauvreté. Et c'est prouvé par énormément de scientifiques que plus on a une société qui est inégalitaire, plus on va avoir une société anti-écologique. Et ça se voit sur beaucoup de choses, en fait. Il y a un rapport qui est sorti cet été, par exemple, qui parle de déforestation et de pêche de manière illégale, qui montre que, en fait, dans 70% des cas sur la déforestation et sur les bateaux de pêche, en fait, c'est des fonds ou des bateaux qui sont situés dans des paradis fiscaux. Donc, l'évasion et la fraude fiscale sont destructeurs au niveau de l'environnement de manière très forte. C'est vraiment très fortement marqué. Et puis, on a eu un autre exemple aussi cet été qui est malheureux et qui montre justement à quel point la rapacité nous amène vers des drames humains incroyables et des problèmes d'aménagement du territoire très graves. C'est le pont qui s'est effondré à Gênes. En fait, si vous regardez qui était responsable de ce tronçon de route, c'est un groupe qui s'appelle Atlantia, qui se trouve qui possède énormément d'autoroutes. Il a 50% des autoroutes italiennes, mais il en a un peu partout dans le monde. Il a racheté récemment, depuis 2 ans, le 3e opérateur autoroutier de France. Il a racheté déjà 3 aéroports dans le sud de la France, et il était candidat pour racheter les aéroports de Paris. Oui, ça j'ai dit qu'il y en avait 3. Et donc, voilà. Et donc, en fait, il se trouve que cette société-là a fait l'année dernière 1,17 milliard de bénéfices. Combien ils ont reversé aux actionnaires? 1 milliard. Donc ça vous donne une idée de combien d'argent ils ont dû mettre pour assurer la sécurité, rénover les routes dont ils s'occupaient, etc. Ça vous donne une idée de ce que crée notre société aujourd'hui, et que, en fait, on ne peut pas se contenter de faire un bilan sur de l'écologie 1 an après, sans s'occuper de ces questions de partage des richesses, sans s'occuper de ces problèmes de démocratie, où on a un gouvernement qui n'écoute plus rien ni personne et qui est arrogant au possible. Et il faut vraiment faire ces liens-là. Et en fait, quand on fait ces liens-là, quand on voit que finalement, c'est la finance qui est largement responsable du réchauffement climatique, qu'il y a 90 entreprises qui sont extractrices de pétrole, de gaz, etc., qui sont responsables de 50% du réchauffement de température, qui sont responsables de 30 cm de la montée du niveau des mers. Et quand on regarde ça, en fait, on comprend pourquoi il ne fait rien. Parce que c'est beaucoup plus simple d'être dans un système où on verdit un peu, on va améliorer un peu les choses, demander à la finance de se réorienter un petit peu, mais alors jamais on ne veut admettre que le modèle dans lequel on est un modèle dépassé. Parce que si on admet que c'est un modèle dépassé, alors ça implique de devoir faire une rupture du modèle économique dans lequel on est, ça implique d'admettre que oui, il va falloir faire passer l'intérêt général et notamment l'intérêt écologique avant des intérêts privés, avant la rapacité, avant l'accaparement des richesses. Et ça, vous imaginez bien qu'Emmanuel Macron et sa clique ne sont absolument pas prêts à ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils utilisent pour ça? Ils utilisent le mythe de la finance. Ils utilisent, je vais juste vous raconter un exemple. Par exemple, j'ai été voir le ministère sur l'artificialisation des sols. Et donc, on leur parlait, donc là, c'était en petite couronne, c'était les murs à pêche qui sont aussi un lieu historique, à Montreuil, oui, en petite couronne, oui, c'est ce que j'ai dit. Les murs à pêche qui sont aussi un lieu historique, culturel, qui sont petit à petit grignotés par, au départ, une piscine, une école. Bon, c'est un peu difficile de lutter contre ça. Et puis là, ça commence à être des logements qui sont faits par Bouygues.
Donc on va les voir, on leur dit bah voilà, vous avez vu quand même, il y a eu 1 mois et demi dans lequel les gens ont été les pieds dans l'eau parce qu'il y avait des inondations de partout, notamment parce qu'on bétonne tout. Donc il va falloir un peu avoir un plan, enfin essayer de faire en sorte qu'on bétonne pas toute l'Île-de-France, sachant que juste avant, en plus, ils avaient fait appel sur Europa City, donc qui bétonne des terres agricoles, parce que c'est généralement en plus les terres agricoles qu'on bétonne. Et là, le ministère me dit on va peut-être réussir à faire quelque chose. Effectivement, c'est un sujet important parce qu'on connaît un peu les gens de Bouygues, donc peut-être qu'ils vont accepter de changer un peu leur projet. Parce que en fait, voilà, c'est ça en fait leur vision de l'écologie. C'est il faut convaincre les acteurs privés, il faut essayer de les réorienter un peu. Mais sauf que nous, on n'a pas besoin d'attendre que les acteurs privés soient de bonne volonté. À un moment, une puissance publique, elle doit dire que l'intérêt de la survie humaine et de la possibilité de vivre ensemble, elle doit être bien primordiale aux intérêts de Bouygues ou de n'importe qui d'autre. Et sauf qu'ils sont toujours dans cette optique-là. On le voit avec le libre-échange où ils continuent à tout va alors qu'il n'y a aucun gain économique, on va perdre des emplois, on perd des normes sanitaires, on perd en santé, on fait faire des milliers de kilomètres. Vous vous rendez compte, là, on nous parlait juste avant sur la conférence sur le libre-échange du traité qui va être, qui est dans les tuyaux avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande où ils veulent importer du lait. Or, nous sommes en surproduction laitière quand même en Europe. C'est quand même quelque chose de vraiment incroyable. Et donc, en fait, nous, la transition écologique, pourquoi nous, on parle chinois en fait à l'Assemblée pour eux? Parce que nous ne sommes pas sur ce modèle-là. Nous refusons ce modèle-là. Et la seule manière de faire en sorte qu'on limite au maximum le réchauffement climatique, en tout cas qu'on arrête de l'aggraver déjà, qu'on fasse de l'adaptation et que, enfin, on réfléchisse à quel horizon collectif on peut avoir, quel sens on peut avoir à arrêter tout ça, c'est de faire cette rupture économique, c'est de faire cette transition écologique et ça va être ça de vivre mieux. Parce que si on se pose ces questions-là, de comment est-ce qu'on peut vivre ensemble, de comment on peut avoir un avenir ensemble, ça créera forcément des règles qui vont faire que nous vivrons toutes et tous mieux. Et il faut que je finisse, je crois. La France Insoumise, elle a une grosse responsabilité dedans. On a mené des campagnes, on a parlé de la campagne pour le 100% d'énergie renouvelable et pour la sortie du nucléaire, mais il y a plein de choses de conviction à faire. Il faut qu'on continue sur cette conviction-là en liant toujours ces 3 urgences-là dont je parlais. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir aussi à montrer notre projet de société et dans quelle société on veut vivre. Ensuite, bien sûr, au Parlement, on continuera à agir, faire des propositions de loi, continuer à débattre, à essayer d'interpeller le gouvernement sur ces questions-là. Et puis, juste pour vous dire, à la rentrée, il y a quand même des choses qui vont être très symptomatiques dans les luttes qu'on va avoir à mener. C'est bien sûr la bataille sur le CETA, donc ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui s'applique déjà à 90% et qui va passer au Parlement français pour ratification. Donc ça va être une énorme bataille. Et comme ils sont majoritaires, la République En Marche, il faut un mouvement populaire derrière parce que sinon ils nous écouteront pas, ça c'est évident. Donc ça va être une des grosses batailles. Et puis dans une autre bataille qui est importante aussi, c'est qu'ils vont présenter enfin leur programmation pluriannuelle de l'énergie, parce qu'après nous avoir dit depuis 1 an que non, on n'arriverait pas à baisser le nucléaire sans jamais nous dire ce qu'ils faisaient par contre pour essayer de commencer, quoi. Ils vont enfin faire leur plan. À mon avis, ça va être mauvais. Et nous, à partir des ateliers des lois qui avaient été faits, on va présenter notre proposition de loi pour la sortie du nucléaire et on va continuer ce travail de proposition et de lutte. Merci. Parfait, merci Mathilde, merci Karima, merci Jean-Marie. On a une petite demi-heure vraiment pour questions-réponses. Donc on va commencer par là. Il n'y a que des hommes, hein. C'est terrible. Non, ça on dirait. Non, il y a une femme. Ah, il y a une femme, donc voilà, il y a 2 garçons, une dame. On va passer aux militants antinucléaires, non merci. Sébastien Barle après, juste devant, voilà. Et puis après, on va faire on prend une série de 3 questions,
3-4 questions, comme ça on peut enchaîner. Tout à l'heure déjà. Parle fort sinon. Oui, tu peux même. Non, mais ça sera pas enregistré. Ah oui, c'est ça. Un, deux. Viens, tu. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ça c'est enregistré. Attends, c'est bon. C'est bon? Ok, parfait. Oui, allô? Oui, c'est bon, on m'entend. Donc Romain de Toulouse. Aujourd'hui, on est dans un système de production capitaliste qu'on appelle glouton souvent. On dit qu'il a besoin de grossir en permanence. On ne se rend pas toujours compte de la logique exponentielle que ça implique, cette croissance. Une logique exponentielle, c'est, je prends un exemple tout bête, mais en Chine, il y a quelques années, il y avait une croissance de 7%, ça a baissé un peu depuis. 7% de croissance, ça veut dire en gros une économie qui double tous les 10 ans, qui quadruple tous les 20 ans, et qui au bout de 50 ans a augmenté de 32 économies mondiales. C'est ça une logique exponentielle. Et cette logique exponentielle aujourd'hui, elle s'applique à une quantité de champs dans la société qui est impressionnant. À la démographie déjà, quelqu'un qui est né en 1930, qui est aujourd'hui à la fin de sa vie, enfin j'espère pas tout de suite, mais on verra, je leur souhaite pas de mal, elle a vu un monde passer de 2 milliards d'êtres humains à 7 milliards d'êtres humains. On va être 11 milliards en 2100, avec cette logique-là. Alors je suis pas malthusien de base, mais quand même, ça fait flipper. Ça s'applique à la consommation d'eau, d'énergie, à l'extraction des matériaux de construction, multiplié par 34 depuis les années 90, aux émissions de gaz à effet de serre, à la production de déchets. Et on voit une à un les seuils, enfin les alertes qui commencent à passer au rouge sur la biodiversité, sur la acidification des océans, sur la quantité d'eau douce disponible, sur les gaz à effet de serre. Et face à ça, j'ai du mal à adhérer au discours selon lequel gagner sur le diesel au centre-ville, c'est une victoire. Ou arriver à avoir une taxe carbone, c'est une victoire. Alors je dis pas que c'est pas positif, je dis que j'ai du mal qu'on me le présente de cette manière. Et même la question de la pêche, parce que l'acidification des océans, c'est aussi beaucoup responsable des grandes zones mortes qu'il y a dans les océans. Où j'ai du mal à voir un gros projet écologique dans le fait qu'on interdise les pailles en plastique, c'est bien, mais il y a quelque chose qui... Il y a un moment, il y a un discours auquel j'arrive pas à adhérer. Comment on pourrait présenter ça comme des victoires? Est-ce que c'est pas un immense déni de la logique qui est en train de se passer là? Et est-ce que si on continue à avoir ce genre de discours, on n'est pas aussi responsable d'une certaine manière que la société prend pas conscience prend pas conscience de l'ampleur de la catastrophe. Je dis ça, je sais que c'est peut-être un peu dur et c'est pas personnel, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et je me dis qu'à un moment, face à ce phénomène-là, on peut pas se contenter de se dire on a gagné parce qu'on a mis des gobelets en plastique, parce qu'on a viré les gobelets en plastique, on a mis des gobelets en carton, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit ça la solution. On peut s'en gargariser, mais ça a pas de sens au bout d'un moment, quoi. Voilà. Désolé qu'on soit tous les deux ensemble et à côté, mais pour intervenir, on ne va pas tout à fait dire la même chose. Donc Aurélien de Toulouse aussi. Je voulais répondre à nouveau à toi, vous Karima, Déli. Vous avez dit tout le monde aime l'écologie. Moi, de ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est plutôt tout le monde surtout a aimé le confort obtenu grâce à l'énergie abondante et pas chère. Et donc principalement l'énergie fossile abondante et pas chère. Mon plan de référence, c'est mon père. Il a 67 ans, il a grandi au fin fond de l'Ardèche. Et ce qu'il a vécu, lui, c'est par rapport à ses parents, c'est hallucinant. Alors que mon père, il a apprécié de pouvoir partir donc du fin fond de l'Ardèche, là où ses parents cultivaient des terres, vendaient péniblement du vin et cultivaient péniblement élevaient péniblement des vers à soie. Lui, il a apprécié pouvoir partir des champs et aller vivre en ville.
Et donc ne pas passer sa vie à peiner dans les terres, à aller chercher l'eau, à ramasser le foin, à nourrir les bêtes, etc. Avec sa femme, ma mère, ils ont apprécié d'avoir une maison individuelle pour eux, qu'ils ont pu chauffer à 20, puis 21, puis 22, puis 23 degrés, tout le temps comme il faut. Et donc d'arrêter de porter des pulls. Parce que lui, c'est ce qu'il portait quand il était gosse en Ardèche, il portait des pulls. C'était ça, la politique de chauffage en France. En tout cas, dans sa région à lui. Il a apprécié du coup de pouvoir habiter loin de leur lieu de travail. Et donc, grâce à, je dis, l'énergie abondante et pas chère, donc c'est le pétrole qui, au moment du choc pétrolier, je crois que c'était 3 € le baril avant que ça augmente, ça permettait facilement d'habiter loin de chez soi. Il a du coup, mon père, il a apprécié d'utiliser une machine à laver, qui a permis, comme c'était sexiste, qui a permis aux femmes de ne pas passer plusieurs heures par semaine pour laver le linge, etc., le lave-vaisselle, etc. Excuse-moi. Excuse-moi. Non, mais j'espère que tu finis. Excuse-moi. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler et on avait dit quand même qu'on souhaitait avoir un échange avec la salle. J'abrège pour finir. Ils ont apprécié de pouvoir manger beaucoup de viande. Comme on le sait, qui utilise beaucoup d'énergie. Donc tout ce que je veux dire pour finir, c'est que je suis d'accord que je veux pas culpabiliser les individus sur leur mode de vie parce que c'est étroitement, intimement politique et je suis militant France Insoumise, donc je vais pas, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi que les gens comprennent que notre vie va devoir être physiquement beaucoup plus pénible que ce qu'aurait pu connaître mon père dans son enfance et tous les gens qui ont 50, 60 ans aujourd'hui dans leur vie. On va devoir faire beaucoup plus d'efforts physiques pour vivre parce que l'énergie abondante et pas chère, c'est fini. Et en plus, ça détruit la biodiversité et la planète. En tout cas, c'est la conviction que j'ai aujourd'hui. Bonjour, Céline de Lyon. Je suis de la France Insoumise, voilà, convaincue. Mais je trouve que justement dans la France, enfin, j'ai découvert l'urgence climatique et la justice sociale dans un mouvement citoyen, Alternatiba, très active pendant l'année 2015 avant la COP21. Du coup, je trouve que dans la France Insoumise, il n'y a pas assez de conscience de cette urgence climatique et de cette question. Et il me semble qu'il serait bon, c'est une proposition au sein de la France Insoumise, il serait bon qu'on essaye de tricoter plus des liens, des actions avec ces mouvements citoyens, du genre, parce que là, par exemple, le rapport du 6 août, moi, m'a complètement, des scientifiques du 6 août m'a complètement encore plus alarmée. Et donc, comment faire? Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer au sein de la France Insoumise, comme on a inventé les caravanes, etc., de faire des actions genre citoyennes pour sensibiliser aussi bien à l'intérieur de notre mouvement que les citoyens à l'extérieur, comme d'aller avec ces acteurs, ces associations citoyennes, par exemple, replanter des arbres là, partout où on peut, qui absorbent le CO2, à participer au ramassage des déchets, recyclage du 15 septembre. Vous voyez, ce genre d'action citoyenne pour à la fois monter en compréhension au sein de la France Insoumise et sensibiliser les citoyens autour de nous. Merci. Par là. Sophia ? Oui, alors moi ça va être court, c'est par rapport au transport. Vous avez parlé très justement des transports routiers. Seulement il existe deux autres sortes de transports. Il y a le transport aérien et le transport sur la mer. Et en ce qui concerne le transport aérien, sachant que les trois aéroports autour de Paris génèrent autant de pollution que toute la circulation automobile de l'Île-de-France. Donc on peut s'interroger, pourquoi dire qu'il faut faire des taxes supplémentaires pour les avions, pour les camions, pourquoi pas, certes. Mais quand on sait que le kérosène ne subit aucune taxe, que les États ne récupèrent aucune taxe sur le kérosène, donc on peut s'interroger sur
sur la participation démocratique de la contribution des utilisateurs des avions qui ont d'ailleurs en France c'est simple, pour faire 1000 km, le plus économique c'est de partir en avion. Alors comment on peut expliquer que de partir en avion avec les tonnes de kérosène qu'il faut, ce serait moins polluant que de prendre une voiture. Enfin bon, moi ça m'interroge beaucoup. Et j'avais entendu aussi concernant les cargos, par exemple, qui sont utilisés pour le transport des marchandises, qui font partie de la mondialisation et des accords internationaux. En fait, on utilise des cargos, on met dedans du fuel lourd qui pollue extrêmement les mers. Et j'avais entendu que ça serait mieux d'utiliser le gasoil pour mettre dans les bateaux. Ça serait déjà moins polluant. Et mettre plus... bon. Merci. On va passer aux réponses. Donc on va commencer par Jean-Marie et Karima. Mathilde, si elle souhaite réagir, et moi, si on a encore le temps. Parce que là, il est 55, 53. Donc on a un gros quart d'heure, pas plus. Ouh là là. Ouh là là. Oui. Il y aura ce côté... voilà. Évidemment, on peut pas répondre à tout. On peut pas répondre parfaitement. Sur les pseudo-victoire à la Pyrrhus comme le Dieselgate et la pêche électrique. Encore une fois, c'est le verre à moitié plein et à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est quand même pas mal de supprimer le diesel et c'est quand même pas mal d'arriver à ce qu'on supprime la pêche électrique parce qu'elle est complètement néfaste. Elle part en exponentielle sur la population des mers. Le verre à moitié vide, c'est pas parce qu'on met pas de diesel dans les villes qu'on s'attaque au problème de la circulation. C'est pas parce qu'on introduit la pêche électrique que ça va empêcher la surpêche. Le problème, encore une fois, c'est la capacité qu'ont des organismes comme le Parlement européen d'avoir une réflexion sur la société et pas une réflexion d'accompagnement de la société. Et c'est là finalement qu'est tout le problème. Ce rapport de force n'existe pas encore. Je serais pas d'accord pour voir que le futur doit être forcément pessimiste et que notre avenir sera plus, excuse-moi, pénible que pour celui de nos parents. Il y a eu des progrès, personne ne va le négliger. Le problème, c'est que savoir à partir de quel moment l'être humain, qui est par nature un prédateur, va estimer qu'il en a assez. Je veux bien. Autrefois, mes parents, nos grands-parents, etc., vivaient dans des maisons qui étaient mal chauffées. Faut-il pour autant avoir des maisons qui ne sont très mal isolées et qu'on chauffe à 25 degrés? Dire qu'on va isoler mieux les maisons et les chauffer à 20 degrés ne me semble pas être une régression sur le confort de vie par rapport à celui qu'avaient nos parents. Donc, faire très attention, présenter notre avenir comme étant un avenir de sobriété imposée, pour reprendre ce qu'on avait dit ce matin avec Yves Marignac. De rationnement plutôt. D'efficacité imposée, c'est déjà expliquer aux gens que c'est un avenir dont nous ne voulons pas finalement. Je crois que ça c'est assez dangereux. Alors, l'histoire, encore une fois, excuse-moi, les transports aériens plus polluants, moins polluants, les transports maritimes plus polluants, moins polluants. Attention, encore une fois, à ne pas corriger à la marge. Je vais donner un tout petit exemple et puis après je m'arrêterai pour ne pas être trop long. Il y a des mesures qu'on a prises en faveur de l'environnement qui s'avèrent être parfaitement pernicieuses. Je prends un exemple très simple. On va mettre une taxe poids lourd. On en a parlé déjà. Elle a été ratée en France. L'Europe prétend mettre une taxe poids lourd. C'est très bien. On va faire payer ces gros camions qui sont polluants. Le résultat va être lequel? Y aura-t-il moins de camions polluants sur les routes? Non. Le consommateur final payera plus cher son produit. L'idée de la mesure peut partir d'un bon sens. Son application
se révèle être perverse. Le bonus-malus des voitures, exactement pareil. On va taxer les voitures les plus polluantes et détaxer les voitures les moins polluantes. Quelles sont les voitures les plus polluantes? Celles des riches, pardon pour le terme. Je me fous éperdument d'avoir 3 000 € de malus pour une voiture qui coûte 200 000 €. Et donc, moi, riche, je m'achète ma vertu avec de l'argent. Attention, ce que nous prépare la société, ce que nous prépare Macron, c'est de dire l'environnement, ça se paye. Et il suffit de payer pour gagner sur l'environnement. Le problème, c'est que vous pouvez donner autant de milliers d'euros à une nappe de pétrole souterraine, elle ne va pas être contente quand même. Donc, l'environnement, ça ne peut pas se payer. Ça ne peut pas se payer. Après, je ne dis plus rien parce que j'étais trop... Merci pour l'ensemble des questions. Malheureusement, je n'avais que 10 minutes. Alors, je n'ai pas pu faire l'ensemble du programme de ce que je fais, mais je reviendrai avec plaisir dans d'autres ateliers s'il faudra. La première chose, c'est que dans la globalité, nous sommes déjà en train de changer, notamment nos comportements et notre mobilité. Aujourd'hui, la mobilité sera de plus en plus partagée. Pourquoi ? Parce que les jeunes ne passent plus le permis de conduire. 17% des jeunes ne passent plus le permis de conduire. Ils sont débrouillards et ils trouvent d'autres systèmes. Et ensuite, les personnes âgées, le premier acte, notamment en retraite, lorsqu'on partait en retraite, c'est d'acheter quoi ? La dernière voiture à la mode. Et bien maintenant, c'est plus le cas. Les personnes âgées préfèrent faire du covoiturage, de l'autopartage, etc. Ce sont les comportements qu'il faut changer. Le problème de fond dans les comportements, eh bien, chacun doit être responsable. Lorsque vous avez que plus de 50% des citoyens utilisent leur voiture pour faire 2 ou 3 kilomètres, là, on a un problème. Ça veut dire qu'il faut trouver des alternatives aux 2 ou 3 kilomètres et pas utiliser... Attendez, mais laissez-moi terminer. On me dit la feuille de route. Donc, je vous dis, demain, la voiture, elle sera... Et la mobilité devra être plus propre, plus durable, plus partagée et surtout plus accessible. Lorsqu'on parle de la mobilité, c'est la mobilité en général. La troisième chose, c'est la mobilité connectée qui arrive en masse. Ensuite, vous me dites, mais Madame Dely, c'est pas toujours les plus pauvres qui doivent payer. Mais bien entendu que c'est pas les plus pauvres qui doivent payer, notamment sur la mobilité. D'où l'urgence de faire en sorte que ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à la mobilité puissent au moins avoir accès à la mobilité. C'est pourquoi, lorsqu'on fait une loi sur la mobilité qui va arriver justement à l'Assemblée nationale très prochainement, il faut mettre en place le principe pollueur-payeur. Les 4x4, les SUV, etc., ce n'est pas normal qu'ils ne soient pas taxés. C'est eux qu'il faut taxer. Ensuite, là, je finis... Ensuite, le vrai problème de fond, c'est lorsqu'on fait des taxes, où vont les recettes ? Vous savez, il y a eu une fiscalité on a mis la fiscalité diesel au même niveau que la fiscalité essence. Le problème, c'est que justement, nous, les écolos, nous disions qu'il fallait mettre en place un chèque énergie pour pouvoir faire en sorte d'aider les plus pauvres et ceux qui n'avaient pas. Ça n'a pas été fait. Et c'est même pas une proposition qu'on a retrouvée. J'espère qu'on la retrouvera à l'Assemblée nationale sur notamment la mobilité. Et une autre chose qui est importante, je crois aussi, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé de l'aviation. Oui, l'aviation, c'est le seul secteur qui ne paye pas d'impôts. On est en train de se battre au niveau du Parlement, même si on est minoritaire. Le problème de fond, c'est que les négociations de l'aviation ne se font pas juste à l'échelle européenne. Une taxe kérosène, c'est aussi à l'échelle internationale. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes en train de pousser. Le problème de fond, c'est qu'on est arrivé dans l'aviation avec une nouvelle offre. Et qu'est-ce que font les gens ? Eh bien, les gens préfèrent acheter justement du low cost avec des conditions de travail pour les salariés. Quand je vois Ryanair, quand je vois toutes ces compagnies-là, du low cost, plus de 50% des gens préfèrent prendre aujourd'hui l'avion que prendre un train. Parce qu'ils disent, mais on gagne du temps. Alors qu'ils ne gagnent absolument pas de temps. Attendez. Ils ne gagnent pas de temps et ils ne gagnent surtout pas
la question de la concurrence, et c'est là où le train va être important dans les négociations à l'avenir, sur la question notamment du prix. Pourquoi les gens prennent plus l'avion ? Parce qu'ils considèrent que les prix du train sont de plus en plus chers. Le problème... Ben oui, c'est vrai. Sauf que tant qu'on n'aura pas compris une chose, c'est que plus on va rénover le ferroviaire, plus il y aura des trains. Plus il y aura de trains, plus les prix seront accessibles. Le problème de fond, c'est que quand je regarde notamment ce qui se passe au niveau du plan ferroviaire en France, c'est catastrophique. Et ensuite, je voudrais revenir sur ce que Mathilde disait. Oui, tu as raison, Mathilde. L'Europe, notamment la majorité européenne, qui n'est pas de la même couleur que nous, a voté la libéralisation. Mais attention, la libéralisation a été adoptée, parce que il y a des pays où la libéralisation, aujourd'hui, est en train de revenir en arrière. Par exemple, les Anglais décident, qui avaient totalement privatisé leur rail, ils sont en train de revenir pour nationaliser. Au niveau... non, c'est surtout parce qu'on s'est rendu compte que les actionnaires et les privés n'investissaient pas sur la sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre ? Il n'y a jamais eu autant d'accidents, c'est ça qui s'est passé. Là, je conclus, c'est que nous ne pourrons pas avoir un bon service des transports si nous n'avons pas un bon service public. Et c'est là qu'il faut le matraquer. Parce que les cheminots, parce que j'ai bien entendu ce que moi j'ai entendu dans la réforme ferroviaire, les cheminots, et ça je vous le dis, heureusement qu'ils sont là. Parce que ils nous assurent quoi ? Pas seulement les informations, etc., mais c'est la sécurité des passagers. Et la sécurité des passagers, on a une priorité. Donc nous, notre but, il est très simple. C'est pas, monsieur, vous avez dit, mais nous, on s'en fout, juste un peu le diesel dans les centres-villes, les pailles, les machins, etc. C'est pas qu'on s'en fout. Non, il a pas. Non, mais il a dit que c'était pas prioritaire. C'était pas mais la solution c'est de, bien sûr, moi j'aimerais que tout le monde soit dans la sobriété plutôt heureuse dans l'énergie. Quand vous me parlez de croissance, bien sûr, aujourd'hui il faut revenir à ces systèmes de PIB où ça ne marche plus, parce que plus on consomme, plus on détruit. Mais en même temps, il faut faire attention, parce qu'il y a déjà des gens qui sont en décroissance, qui n'ont rien demandé et qui ne consomment rien, qui ne produisent rien et qui ont les effets directs sur les injustices sociales et sur les injustices environnementales. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Lorsqu'on a des petits combats, même sur le diesel, il faut montrer à quel point dans d'autres villes où le diesel est banni, pourquoi chez eux c'est possible et pourquoi pas chez nous. Donc c'est aussi mutualiser les bonnes expériences et les bonnes pratiques, et pour montrer que plus on va multiplier ces expériences, ces bonnes pratiques et les bons exemples, plus on gagnera pour changer de système. Trois dernières questions en fait, parce qu'il y avait ici des gens qui avaient demandé depuis le départ. Donc là, Sébastien, madame et monsieur. Voilà. Donc rapidement, moi je suis... Rapidement, parce que sinon rapidement. On va être obligé de sortir. À 17h15, Juste on doit quitter la salle. Un petit bilan. Donc, moi, je suis de Marseille. L'impact écologique de Nicolas Hulot et du ministère au bout d'un an sur cette région, il est catastrophique. Sur 4 sujets, j'évoquerai juste 4 sujets. Il y a la question donc, des boues rouges où rien n'a été fait, alors que les scandales continuent en fait au niveau des boues rouges sur le stockage terrestre de ces boues rouges. Vous savez que maintenant il y a une partie qui est rejetée au cœur du parc national des Calanques et une partie qui est stockée au niveau terrestre. Et il y a des nuages maintenant qui contaminent les populations, donc des nuages d'alumine qui contaminent les populations de Bouc-Béliard, mais rien n'est fait au niveau du ministère. Rien n'est fait sur les rejets en mer, alors même que ces rejets, on sait aujourd'hui qu'il y a triche au niveau des contrôles et qu'il y a le volume est beaucoup plus important en termes d'eau. Il dilue en fait le volume pour diluer la trace des métaux lourds. Ça c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est, vous le savez, juste avant l'été, Nicolas Hulot a autorisé donc l'exportation d'huile de palme pour la reconversion, l'éco-reconversion, elle sera présentée comme ça, de la raffinerie donc de la Med sur l'étang de Berre juste à côté. Un autre dossier, c'est Fos. On est parti de là pour la marche des cobayes, dont pas mal de personnes autour de la table ont participé, à laquelle pas mal de personnes autour de la table ont participé. Cette marche des cobayes donc, est partie de Fos. Il y a des études épidémiologiques qui montrent les ravages sanitaires de la pollution industrielle.
Ces études épidémiologiques sont des études participatives, d'initiative citoyenne, et les autorités sanitaires, notamment le ministère de la Transition écologique et solidaire, et dans le déni avec les autorités préfectorales, etc., et ne reconnaissent pas du tout l'impact, le fait qu'il y ait 2 fois plus de cancers, 2 fois plus de maladies chroniques sur ces territoires qui sont contaminés. Et donc, rien n'est fait sur, au niveau des industriels et des crimes industriels qui sont commis. Et le dernier dossier, il y a une centrale biomasse qui est pas loin non plus, qui est à Gardanne. C'est une centrale biomasse, c'est une biomascarade, c'est une centrale qui menace en fait toute la forêt méditerranéenne. Les opposants, donc écologiques, ont gagné au niveau du tribunal administratif, et c'est Nicolas Hulot lui-même qui a fait appel pour que cette centrale voie le jour. Donc voilà, l'impact, si vous voulez, sur ce territoire, il est absolument négatif. Après, je crois, ce qui est désespérant, c'est que certainement que Nicolas Hulot est sincère, mais je crois vraiment qu'un des soucis, c'est qu'il pense sincèrement aussi avoir un bilan positif en gagnant des tigres en papier, en constitutionnalisant par exemple le péril climatique, alors qu'on voit bien qu'y compris le principe de précaution est remis en cause aujourd'hui, alors qu'il a valeur constitutionnelle. On le voit bien également sur le fait, sur le volet de Karima, enfin sur la question des transports, avec l'interdiction à horizon 2040, applaudie par tous les industriels, tous les automobilistes, des moteurs thermiques. Mais en fait, il n'y a aucune contrainte, et donc ce qu'il veut, c'est être aimé, c'est continuer à être aimé. Et ce qui est terrible, c'est que pour être aimé, on ne peut pas être ministre, parce que pour être ministre, il faut batailler. L'écologie, c'est un sport de combat. Au ministère, c'est ça. Et donc, je crois que c'est vraiment ça. L'échec du lot, c'est essentiellement ça. C'est le fait que... Et alors, juste, dernier petit point sur que faire ensemble. Il y a 2 personnes. Ouais. Il y a des campagnes à mener, mais il y a également un combat à mener, et là, tous ensemble et à tous les échelons, sur les lobbies. Parce que je crois que réellement, ça rejoint un peu ce que disait Mathilde, la question des lobbies, la question de la lutte contre cette porosité galopante et cette épidémie de conflit d'intérêts, je pense que c'est essentiel à tous les échelons de lutter contre ça, et c'est possible. Merci. Alors, Madame. Oui, alors moi je voudrais savoir, c'était une question par rapport à la façon de communiquer typiquement de la France insoumise. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une communication beaucoup plus radicale, directe et brute, enfin presque systématique, sur le fait de dire que la situation aujourd'hui de l'écologie de la planète est directement et exclusivement liée au modèle capitaliste et à la, à la sainte à l'adoration de la sainte croissance, et que en fait la seule façon efficace et radicale de lutter contre ça, c'est de changer de modèle, et que tout le reste c'est à la marge. Et voilà, est-ce qu'il ne faut pas avoir une communication beaucoup plus bourrin là-dessus, quoi, finalement? Je vais être bourrin dans la réponse. Bon, 3 petites choses rapidement. Serge a parlé de lutte contre le changement climatique. Est-ce qu'il faut dire adaptation, lutter, résister? Là, il y a un gros débat. Peut-être, je pense qu'il faut le traduire politiquement. Maintenant, le changement climatique, il a lieu. Deuxième chose, on a eu une votation citoyenne l'année dernière, donc non, cette année, au mois d'avril-mars, 300 000 votants, un peu plus. C'est pas vraiment énorme. Je pense qu'il faut recommencer ce genre d'action avec plus large. Le réseau Sortie Nucléaire, toutes les associations, on est prêt à recommencer en 2019. Il faut se lancer et avoir 1 million de votants. Je pense ça serait atteignable. C'est quelque chose qu'il faut faire si on s'y prend à l'avance et si on mobilise le plus de monde. Le nucléaire est un danger, on le sait. Il faut commencer plus tôt et avoir une semaine, 15 jours peut-être de votation citoyenne. Et troisième chose, l'écologie, c'est pas simplement des petites mesures. Moi, j'ai été vert, j'ai changé d'appareil de mouvement politique parce qu'il faut changer de logiciel politique. À un moment donné, certains ont fait le choix et ont abandonné des partis, des mouvements qui n'étaient plus adaptés. Serge, Jean-Marie ont fait ça, moi j'ai fait ça, et il faut le faire. Et certains ne le font pas, comme Karima, mais peut-être c'est leur droit, mais il y a quelque chose, c'est à creuser parce que c'est une écologie sociale, politique, pas qu'environnementale. On va conclure avec Mathilde, c'est Sergio en fait, pour le... Mon prénom c'est Sergio. Non, très rapidement sur la question de la votation citoyenne, quand on a commencé à élaborer cette campagne qui était un peu un prototype, c'était surtout l'envie de reprendre pied dans un champ qui avait été quand même déserté et abandonné par les forces politiques. On n'a jamais en France depuis 30 ans, depuis 95 en fait, pour l'essentiel, de mobilisation importante. C'était au moment de la décision de Chirac de relancer les essais nucléaires. Il n'y avait jamais eu de mobilisation importante. Oui, mais mais de lancer au niveau national en fait. Et donc sur un thème qui était aussi un progrès, qui n'était pas simplement la sortie du nucléaire, mais qui était la sortie du nucléaire civil et militaire. Et donc effectivement, 300 et quelques milliers de votants, ça semble modeste.
mais quand on a l'habitude, comme certains d'entre nous, de participer aux mobilisations antinucléaires, c'est plutôt encourageant de savoir que sur cette question-là, il y a 315 000 personnes qui ont pris part. Et c'est vrai qu'on peut toujours mieux faire. Et sur la question de la communication un peu bourrin à laquelle vous nous invitez, non, je crois qu'on peut le faire intelligemment comme l'a fait Mathilde, sans être bourrin tout à l'heure, en rappelant tout simplement que après que j'ai fait la liste presque exhaustive des renoncements, des échecs, complétée par celle que vient de faire en région PACA Sébastien Barbe, il fallait aussi élargir. Le projet écolo, c'est pas un projet environnemental, c'est un projet social, c'est un projet économique, c'est un projet démocratique. Et je crois que la France insoumise réussit plutôt à bien faire ça, en fait, avoir une approche d'ensemble qui ne laisse pas la question écologique sous forme de niche ou de détails dans un programme politique, mais qui ont fait une grille de lecture sur l'ensemble des politiques publiques qui sont menées, sur le projet de société global que nous voulons mettre en place. Je laisse la parole à Mathilde, je vous remercie quand même, et je demanderai après l'intervention de Mathilde qui conclut un applaudissement pour les invités qui se sont déplacés, qui sont venus. Merci. Merci Sergio, merci à vous toutes et tous pour ce débat qui, je crois, est extrêmement important et intéressant. Effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le fait que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui vient du système capitaliste dans lequel on est. D'ailleurs, il y en a qui ont, après l'Anthropocène, qui ont parlé de capitalocène, etc. Donc, effectivement, les modes de production sont vraiment liés. Là, on est en fait sur un problème qui bute de temps. C'est-à-dire qu'on est dans une urgence tellement forte, comme les études montrent qu'on a moins de 5% de chances de rester en deçà des 2 degrés Celsius, au-delà duquel on ne sait pas ce qui peut se passer, parce que les phénomènes sont cumulatifs. C'est une question d'urgence de temps. Et ça revient à ce que tu disais, Romain, à l'instant, qui est en fait intéressant, c'est qu'en étant dans l'opposition, parfois nous allons considérer comme une victoire quelque chose qui va faire reculer un système. Par exemple, si on avait réussi à faire reculer la sélection à l'université, ça ne veut pas dire que la situation à l'université s'améliorerait, mais on aurait réussi à les stopper à un moment. Mais sur le changement climatique, il y a plein de choses qui sont inventées pour en fait continuer un petit peu le système en mettant quelques pansements par-ci par-là. Or, ça n'arrivera jamais comme ça. On ne pourra jamais faire comme ça. C'est pour ça que nous avons besoin de cette planification écologique. C'est pour ça que nous avons besoin de convaincre le maximum de gens autour de cet enjeu, parce que nous aurons besoin d'un mouvement populaire lorsque nous serons au pouvoir. Et c'est pour ça que nous devons être au pouvoir. Pas par goût du pouvoir, mais parce qu'il faut ce changement et cette rupture de manière la plus rapide possible. Sinon, nous n'arriverons pas ni à ne pas aggraver ce changement climatique, ni à ne pas faire d'adaptation et faire en sorte qu'on n'ait pas partout des conflits, des guerres et les plus pauvres qui en fait ne s'en sortent pas, tandis que les riches s'enfermeraient dans des bunkers. Et en fait, cette question écologique, elle peut paraître à la fois dramatique. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à militer, à m'intéresser à ces sujets-là, j'étais un peu assommée par l'ensemble des chiffres, du constat qu'il y a aujourd'hui. Et en même temps, je pense que c'est le fil vraiment d'un horizon d'espoir collectif aussi, qui réinterroge le sens de nos vies ensemble, des bonheurs qu'on a, de qu'est-ce qu'on appelle le bonheur. Et je pense que ça, en termes de créer une société meilleure, ça ne veut pas dire retourner à l'âge de la bougie, ça ne veut pas dire qu'on va être tous en train d'être malheureux dans du noir. Ça veut dire par contre qu'on est capable de se réorganiser collectivement, de se réapproprier ces enjeux, de se réapproprier le temps. Et ça, je pense que ça sera extrêmement salvateur. Et c'est vers ça que voilà, on donne toutes nos forces et qu'on continuera plus que jamais à lutter. Merci à vous. 17h16.